Bonjour à toutes et tous. On laisse un petit temps de respiration à Thierry Marx parce que nous allons enchaîner pendant près d'une heure et demie, là encore, avec une question essentielle. Peut-être tarte à la crème, certains diront, mais qui est incontournable si on veut discuter sérieusement de la gastronomie, c'est de s'interroger sur la gastronomie elle-même en préalable à toute discussion. Qu'est-ce que la gastronomie? C'est le thème de cette table ronde. Et personne autour de nous pour y répondre. Thierry Marx, on ne présente pas, évidemment. Cuisinier, chef. Non, c'est un mythe, donc on ne le présente pas. Pierre Saner, directeur de la MFPCA, que vous connaissez peut-être, la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. En gros, c'est la mission qui a été chargée de préparer le dossier de candidature de reconnaissance de la France à l'UNESCO au titre du repas gastronomique des Français. Et on peut le dire aussi, c'est l'homme des cités de la gastronomie, ce qui nous amènera peut-être tout à l'heure à un point de discussion. On a deux invités aussi pour cette table ronde qui sont hors plateau. Dominique Paturel, donc ce n'est pas l'actrice que vous imaginez, mais l'acteur que vous imaginez, mais c'est un ingénieur de l'INRA qui est très investi sur les questions de démocratie alimentaire, des questions de précarité et des possibilités d'accès pour nous. Ce sera la question cet après-midi de la possibilité d'ouvrir la gastronomie à tous. Et puis Pascal Taranto, professeur de philosophie. Toujours bien d'avoir un philosophe quand on fait une table ronde sur la gastronomie. Et puis on sait que Pascal s'est beaucoup investi lui aussi sur beaucoup d'articles, d'ouvrages aussi sur ces questions gastronomiques, a une vision très claire pour lui de la gastronomie, peut-être hors on va dire du théâtre un peu conceptuel où quelquefois la gastronomie s'est construite dans des temps modernes. Bien, alors on aborde tout de suite la question et je me tourne tout de suite vers Thierry Marx par rapport à la gastronomie. Donc je sais qu'on vous a posé 100 000 fois la question qu'est-ce que la gastronomie, mais nous ça nous paraît incontournable. On est dans le cadre des gastronomies pour tous et je vous avoue quand on avait réfléchi au thème des rencontres François Rabelais, on parlait de gastronomie et puis ensuite on s'en sortait avec une solution de facilité qui était gastronomie au pluriel. Et puis ensuite, à force de mettre gastronomie au pluriel, on avait peur que ça devienne tellement extensible, la notion de gastronomie, qu'elle en perdait son fondement, qu'on ne savait plus exactement de quoi on discutait. Donc je me tourne vraiment vers l'homme de la gastronomie. La gastronomie, moi je vais sortir du lexique habituel, la gestion de nos estomacs, enfin tout ça, tout ce qu'on a pu lire sur la gastronomie. Et moi, quand on me parlait de gastronomie, quand j'ai commencé dans ce métier, que je rentrais des fois dans des phases un peu de provocation, je disais, ça me fait penser à un gastéropode qui se traîne sur son ventre comme ça, enfin quelque chose d'assez moche. Et puis en avançant dans ce métier, j'ai découvert que la gastronomie, c'était une planète finalement, une petite planète mais quand même assez large et que cette planète n'était pas gérée que par les chefs connus. Il y avait tout un univers, tout un écosystème extrêmement fort, extrêmement riche, je dirais de la terre à l'assiette en passant par toute la filière alimentaire. Donc la gastronomie pour moi c'est vraiment l'histoire de l'alimentation partagée et dans la gastronomie pour moi c'est donner envie à des gens en vie. Si je devais définir la gastronomie comme ça, en un trait de plume, c'est donner envie à des gens en vie, parce que c'est une histoire de vie, la gastronomie. Et il faut maintenir ce lien du vivant pour que, quand on parle de gastronomie, ce soit quelque chose qu'on puisse transmettre. C'est peut-être un peu métaphorique quand je parle de planète et autres, mais pour moi, c'est comme ça que je vis la gastronomie, c'est comme ça que je vis mon métier au travers de cette gastronomie française, mais pas que française finalement, une gastronomie planétaire, avec son impact social et son impact environnemental. On y reviendra bien évidemment tout au long de la table ronde. Je pense que tout le monde a un regard sur la gastronomie, mais pour moi c'est tellement vaste. Et quand je regarde mon approche métier de cuisinier, au quotidien, je suis en relation avec une filière agricole, avec une filière des produits de la mer, avec des filières de savoir-faire métier, avec la grande distribution, avec
tous ces gens qui, eux aussi, se revendiquent faire partie de la gastronomie. Donc tout un écosystème, c'est tout un monde, un univers. Qu'il faut peut-être régler un petit peu. Et c'est pour ça que j'emploie le terme impact social, impact environnemental, parce que le sens de la vie, le sens de la gastronomie, c'est des sols de qualité, des sols vivants, pour avoir dans votre assiette des produits dignes de ce nom et un patrimoine terrestre qu'on puisse transmettre aux générations futures. Mais la gastronomie, c'est tout un écosystème pour moi qui est un mouvement, comme un mouvement de planète. Comme ça. On y reviendra parce qu'évidemment, à force de parler de l'écosystème, de tout ce système, de cet univers, on se demande où reste un peu le nucléus, le noyau de la gastronomie elle-même. Hein, si elle n'est pas dans la cuisine elle-même, et si on la différencie de la cuisine, la gastronomie... Pour moi, la cuisine est la synthèse. C'est la synthèse. C'est la synthèse. Une belle assiette, un plat réussi, c'est savoir où vous avez sourcé la carotte que vous avez achetée, le morceau de viande peut-être que vous avez ajouté, cette protéine animale, d'où elle vient et comment cet animal a été élevé, et puis quel lien social apporte ce plat dans l'environnement dans lequel vous le servez. C'est tout ça la gastronomie. C'est donner de la mémoire à de l'éphémère, etc., etc. Mais pour moi, l'assiette est la synthèse de la gastronomie, parce que finalement le cuisinier, c'est la main qui nourrit. C'est la main qui va démontrer le besoin d'avoir de bons produits et de protéger l'environnement de cette planète. Donc pour moi, la cuisine est la synthèse. Et d'ailleurs, je le constate à chaque fois que dès lors qu'on met une assiette au milieu de la table, les gens s'assoient, mangent, partagent, écoutent, discutent, débattent, ne sont pas d'accord. Et ce qui était notre cas à déjeuner. Et puis finalement, on finit par être d'accord sur l'essentiel. Et la gastronomie reviendra toujours à l'essentiel du plat qu'on aura cuisiné, qui sera la synthèse de notre environnement finalement, où a été cultivé un certain nombre de choses, comment a été récolté ces produits, est-ce qu'on a protégé la planète, etc. Mais c'est extrêmement vaste et surtout c'est extrêmement vivant. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention sur la façon qu'on a de voir ou d'entrevoir la gastronomie. Et ce qui me choquait souvent, c'est qu'on n'interrogeait que les cuisiniers sur la gastronomie, comme s'ils étaient détenteurs d'un seul et unique savoir, qui était celui de la cuisine. Mais s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de cuisine, comme disait Paul Bocuse. Et c'est tous ces univers-là qui sont mêlés et qui se synthétisent dans une assiette. On va sortir un peu du plateau. Pascal Taranto, comment se situe alors par rapport à cette planète Marx de la gastronomie? La planète Marx, oui. C'est une planète du système solaire déjà, puisqu'elle nous éclaire pas mal sur ce sujet. Vous commenciez tout à l'heure en disant qu'il est difficile de définir la gastronomie, qu'il fallait plutôt essayer de définir la gastronomie au préalable avant que de commencer à en parler. C'est un problème philosophique absolument fondamental que de savoir si on part d'une définition ou si on arrive à une définition. Donc, dans le cas de Thierry Marx, l'intérêt, c'est que c'est un homme de l'art qui retourne sur sa activité pour donner des définitions. Donc, il y en a plusieurs ici. Donc, dire qu'il faut partir d'une définition de la gastronomie, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Néanmoins, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de partir d'une synthèse pour se donner un petit peu un point de départ qui prête flanc à la discussion. Et moi, je ne vais pas donc essayer de m'évader de ce problème difficile en disant que bon, c'est compliqué, on n'y arrivera pas, etc. Je vais vous proposer une définition qui est celle que j'applique en général parce que je trouve qu'elle fonctionne assez bien comme révélateur d'un certain nombre de choses dans beaucoup de domaines qui ont été abordés, qui sont historiques, sociologiques, la pratique, etc., etc. Moi, je dirais que la gastronomie, c'est la recherche de l'excellence de ce qui se mange. Voilà. Pourquoi? Alors parce que dedans, il y a l'idée d'une recherche, donc c'est un point de vue réflexif sur ce qu'on a dans notre assiette. Ça veut dire que ce qui est dans notre assiette est un petit peu sorti de la dynamique du besoin pour rentrer dans celle du désir, le désir dont parlait Thierry Marx à l'instant. S'interroger, rechercher, savoir quel est le meilleur produit, savoir si ce qu'on a mangé aujourd'hui est moins bon que ce qu'on a mangé hier, tout ça fait rentrer en jeu un certain nombre de facultés cognitives, mémoire, comparaison, étalonnage de notre goût, etc. Et il y a aussi recherche de quoi? De l'excellence de ce que l'on mange. Alors l'excellence, vous allez me dire, c'est un concept qui est assez compliqué, mais je ne pense pas, parce que dans une activité empirique,
à la base, comme la gastronomie, puisqu'il s'agit de fabriquer des choses à manger. L'excellence a plusieurs facettes qui sont assez aisément reconnaissables. Il y a une excellence technique, bien sûr, il y a une excellence du produit qui va être transformé par cette technique, il y a une excellence du rapport qu'on a à autrui quand on offre un repas. Il y a aussi le fait de se placer soi-même dans une forme de tradition culinaire qui peut être celle de son pays, mais aussi celle de sa famille ou celle de sa mère, etc. etc. Donc voilà, je pense que cette définition, enfin en tout cas moi, elle me sert souvent de boîte à outils pour savoir de quoi il s'agit quand on parle de gastronomie. Pour moi, un gastronome est toujours quelqu'un qui est en recherche, qui est dans une dynamique intellectuelle par rapport à ce qu'il mange. Ceux qui ne se posent pas de questions sur ce qu'ils mangent, par définition, ne sauraient être gastronomes. Ou en tout cas, n'ont pas de rapport avec la gastronomie. Ils ont un rapport avec la nourriture qui est un rapport strictement instrumental, qui est totalement, si vous voulez, soumis au régime du simple besoin. Ce qui, dans nos civilisations modernes, où on peut manger à peu près ce qu'on veut, quand on veut, si vous voulez, ne pose pas tellement de problèmes. Mais le problème après, c'est un problème qui relève lui aussi de ce que ça veut dire que l'excellence du rapport à ce qu'on mange, c'est le problème de l'éducation du goût. Voilà. Puisqu'il n'y a d'excellence que d'excellence reconnue. L'excellence reconnue, c'est qu'on vous a appris à la reconnaître, c'est-à-dire qu'on vous a mis en contact avec le meilleur. Et là, on entre encore dans un autre problème, qui est celui qu'en fait, la gastronomie n'est pas quelque chose qui est isolé comme ça, elle fait bien partie d'un système, mais au cœur de ce système, ce qu'il y a, c'est l'extension de l'éducation au goût, le plus possible. Évidemment. Et on a bien compris, voilà. Pascal, que votre définition. Hein. Alors c'est vrai qu'à la limite, on peut partir d'une définition ou y arriver. Si on a pris le principe de partir d'une définition, c'est qu'on s'adresse à tous des gens qui ont une très grande expérience de la gastronomie. Ils ne sont pas profanes, ils ne découvrent pas le terme. Et ce qui va nous intéresser, et donc eux, ils sont arrivés après 15, 20, 30, 40 ans d'expérience précisément à des éléments qui peuvent stabiliser cette vision et cette définition de la gastronomie. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est plutôt un point d'arrivée construit dans la vie sous forme de processus qu'un point de départ, un a priori dans la discussion. Ce qui est intéressant, c'est que vous attaquez par la notion d'excellence qui est quelquefois mal comprise et on voit bien qu'elle n'est pas réductible chez vous à la notion d'élitisme. Ça, c'est une chose qui n'a pas toujours été bien comprise. Je me tourne vers Pierre Saner quand on abordait la question de la candidature de la France. Avec une certaine... alors, il y avait un procès de la France elle-même avec l'arrogance à vouloir s'ériger en nation de la gastronomie. On n'avait pas toujours compris, au fond, ce qui pouvait motiver la candidature de la France, non pas à une présupposition d'une supériorité sur les autres cultures alimentaires, mais plutôt dans l'ordre d'une passion française, même si ce terme-là aussi a des connotations qui ne sont pas toujours favorables. Donc il a fallu corriger, j'ai l'impression, Pierre, notamment au titre de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, il a fallu corriger cette conception élitiste de la gastronomie dès le départ. Alors, si ça n'a pas été très bien compris, peut-être qu'on ne s'était pas très bien expliqué, ou peut-être qu'on n'avait pas très bien transmis ce que l'on voulait dans notre démarche de reconnaissance par l'UNESCO. Mais au fond, la gastronomie, la culture, la définition va être assez simple de mon point de vue. C'est très éloigné évidemment d'une définition purement étymologique de législation de l'estomac. C'est vrai que ce n'est pas très enthousiasmant. Ça éloigne du plaisir. Hein. Si on me demande dans quoi je travaille dans la gastro. On se demande si je ne suis pas un peu médecin et ça va être un peu catastrophique. Donc, mon point de vue, la gastronomie n'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui a été effectivement trop souvent rattaché à la haute cuisine. C'est aussi la haute cuisine. Et on a besoin de cette excellence, pour reprendre les termes de notre ami Taranto, qui, voilà, c'est quelque chose qui draine. Mais on a aussi besoin de cette cuisine populaire. Et la gastronomie est une culture, et une culture populaire. Une culture populaire en quel sens? Une culture partagée. Et pourquoi la démarche en direction de l'UNESCO a été d'inscrire le repas? Parce qu'au fond, c'est ce qui est dit. Il s'agit de réenchanter, de cette manière, l'assiette. Et l'assiette, on la partage. L'assiette, elle est le fruit d'un travail en amont, qui est celui des cuisiniers, mais qui est aussi celui de tout un chacun. Et on le voit dans cette période difficile où on est contraint, mais c'est peut-être la belle contrainte laquelle on doit faire face, de investir nos fourneaux et de cuisiner autant que possible. Donc la gastronomie, cette culture, oui, c'est une culture qu'elle doit s'enseigner, elle a une identité, elle a une profondeur historique
une culture du bien ou pas, mais du bien manger et du bien boire. Cette notion morale peut-être n'a pas forcément sa place. Ils ont une culture du manger et du boire. Pourquoi le boire, c'est aussi important, particulièrement en France, et ce n'est pas le pairing food and wine, mais c'est vraiment l'accord des mets et des vins, et puis c'est la discussion. Et on le sait bien aussi, c'est les mots de la gastronomie, c'est les mots du repas, c'est ce qui nous permet de débattre, c'est ce que l'on disait, on regarde un verre de vin, on le hume, après on le repose, on en discute, et seulement après, on peut éventuellement le boire. Donc la gastronomie, en définitive, effectivement, est une culture. Ce n'est certainement pas un gros mot, et parfois on a un peu de difficulté à l'employer. Moi, je souhaite qu'il ait toute sa place dans le vocabulaire français aujourd'hui, et toute la place dans la société, et toute sa place, et c'est un sujet qu'on va vraisemblablement aborder, et pourquoi c'est un patrimoine vivant. Il a été inscrit au titre du patrimoine culturel immatériel, donc ce patrimoine vivant, parce qu'il doit et il est transmis de génération en génération. Donc cette question de la transmission est au cœur, et une culture vivante est une culture qui se transmet. La gastronomie est une culture vivante. On verra d'ailleurs peut-être que le repas gastronomique qui a été reconnu au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO englobe peut-être une scénographie particulière. Parce que si je reprends la définition de 2010 qui a été retenue par l'UNESCO, peut-être qu'elle a évolué. Parce que souvent, nous, dans nos conférences, on nous reprend sur cette question-là. Je reprends la définition, qu'elle soit claire, telle qu'elle est reconnue par l'UNESCO. Le repas gastronomique des Français est une pratique sociale coutumière. Donc ça rejoint ce que nous dit Pascal aussi sur quelque chose qui s'inscrit aussi dans la tradition et la capacité de chacun à entrer dans ce régime de l'excellence par rapport au manger et au boire. Donc c'est une pratique sociale coutumière destinée, et c'est là après qu'il y a peut-être une scénographie particulière, destinée à célébrer. Alors tout de suite, on dévisse un peu sur le mode de la célébration à travers quand même quelque chose de plus que simplement partager, se faire plaisir. Vous voyez, on est monté d'un cran. La célébration. À célébrer les moments les plus importants. Aïe! Alors ça aussi, c'est intéressant. On l'expliquera. Les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissance, mariage, anniversaire, succès, retrouvailles. Donc on est sur un théâtre, j'ai envie de dire, ou un terrain particulier, des parenthèses un peu radieuses de la vie sociale, alors que si je vous entends, vous réinscrivez, au-delà de ce paroxysme de l'émotion gastronomique, il me semble que vous l'inscrivez dans une certaine quotidienneté. Donc on va peut-être y revenir avec Pierre. Hein, oui. La quotidienneté serait un vœu. Hein. J'ai peut-être là-dessus le pessimisme, la raison. On ne fait pas un repas de fête 3 fois par jour. Néanmoins, on peut aspirer à ce que ce soit un moment festif, et un moment en tout cas incontestablement de plaisir. Il faut que voilà, alors il n'y a pas d'injonction naturellement particulière, mais que ce moment du repas, alors le repas gastronomique, évidemment, c'est plutôt le banquet, le festin. À la limite, c'est le banquet des fins d'albums d'Astérix. Hein, c'est là où on se retrouve et on festoie, et il y a même un peu d'excès. Ça. Alors si on peut faire ce repas gastronomique au quotidien, c'est peut-être ce vers quoi il faut tendre, mais en tout état de cause, c'est vrai que là, c'était un repas plus festif, peut-être un peu plus inhabituel. Et pas nécessairement, mais là, bon, c'est une discussion qu'on pourra avoir, pas nécessairement par l'excellence des produits. J'ai en mémoire, enfin, ça peut l'être, mais c'est surtout le supplément d'âme, voire même d'amour, que l'on donnera à préparer un repas. J'ai en tête les études qu'on avait commandées en complément du dossier d'inscription, donc cela c'était en 2009, en lien avec l'Université de Lyon. Une étude qualitative, on avait demandé à tout un chacun, c'était les étudiants de Lyon 2 qui avaient mené ça, c'est quoi un repas gastronomique pour vous? Et il y a cette réponse qui, effectivement, moi j'ai gardé en tête, qui est probablement très, très délicieuse à mes oreilles, et j'espère à celle dans chacun d'entre nous, qui était de dire, moi, c'est l'attention que je mettrai au repas. Je vais faire des pâtes, pas nécessairement un plat du repas gastronomique des Français, comme on peut l'entendre, des pâtes à l'ail, juste, très simple, mais je vais faire très attention, je vais couper l'ail le plus fin possible, et je mettrai le temps, et je vais faire attention que mes pâtes soient parfaitement cuites. Et ça, ce sera mon repas gastronomique que je vais offrir le soir ou un samedi midi à ma famille. Et je trouvais que cette définition, voilà, c'est
le supplément d'âme, voire d'amour que l'on donne à la préparation d'un repas. Ça contribue à faire de ce repas un repas, à mon sens, gastronomique. Dominique Paturel, vous qui travaillez sur les questions de précarité alimentaire et aussi de démocratie alimentaire, est-ce que vous reconnaissez dans cette définition du repas gastronomique, qui peut-être, on l'a dit, une scénographie particulière à l'intérieur de la gastronomie dans son ensemble, est-ce que vous reconnaissez dans ce discours en quelque sorte de la célébration avec une vision un peu paroxystique d'un moment partagé à table? Je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ce que j'entends. Je pense que la gastronomie, pour moi, ça reste quand même, à travers les... Bon, c'est ce qui se dégage un peu des enquêtes qu'on a pu faire, en particulier pour les personnes qui accèdent à l'alimentation par le biais de l'aide alimentaire. Mais disons que la gastronomie, c'est un marqueur de classe quand même qui reste assez fort. C'est une façon de s'exprimer à propos du fait de manger, qui n'est pas quelque chose de franchement aussi partagé que ça. Par contre, ce qu'on peut, enfin, si je peux au moins tirer un petit quelque chose vers la gastronomie, c'est que ce qui compte quand même pour beaucoup des familles avec lesquelles on a pu travailler, c'est que manger, c'est d'abord et avant tout être ensemble. Et pour les gens, ce qui est le plus dur, c'est justement d'être seul sur le fait de manger. Et quand on est ensemble, eh bien, il va y avoir le partage et le plaisir d'avoir fait la cuisine. Et parce qu'on a fait la cuisine ensemble, on a, disons, dans cet aspect-là, peut-être quelque chose qui pourrait être du ressort d'une vision de la gastronomie, parce qu'on y met le meilleur, on essaie de trouver les meilleures façons de pouvoir partager ce qui est disponible. Voilà. Et je pense que dans le titre, par exemple, la gastronomie, c'est Gastronomie pour tous, qui est le titre de la séquence. C'est le pour tous, quoi, finalement, qui est un peu gênant. Parce que si on est obligé de le rajouter, ça veut dire que quand même, dans une certaine mesure, la gastronomie, elle n'est pas pour tout le monde. Alors, si on retient comme définition le fait que la gastronomie, c'est quelque chose qui a à voir avec un moment un peu différent de la vie ordinaire, là, je pense que c'est partageable par tout le monde. Ça, pour Dominique, ça pourrait être le plus par rapport au quotidien ou à l'ordinaire. Un peu plus que ça quand même, parce que c'est aussi... ce qui est quand même très fort dans le modèle alimentaire français, qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres cultures, pas que la nôtre, mais dans la nôtre en particulier, c'est quand même le fait d'être ensemble. C'est le fait d'être ensemble et c'est le fait de parler de cuisine et de faire la cuisine. La question des produits et de la qualité des produits, évidemment, aujourd'hui, c'est un discours assez puissant, qui est quand même assez normatif, qui vient s'imposer aussi avec des nouvelles normes nutritionnelles où on nous explique ce qui est bien mangé, pas bien mangé, et toutes les recommandations qu'il y a derrière. Mais en même temps, ce qui est, enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve un peu partout. En même temps, ce qui compte, c'est vraiment ces choses supplémentaires qu'on va mettre dans la façon de penser les recettes et de les faire. Et moi, je pense que ça, c'est aussi de la gastronomie. La chose qui me paraît importante, et en particulier dans la vision qui a été donnée par Thierry Marx et que je trouve assez remarquable, c'est quand même cette idée de penser la cuisine comme étant une synthèse. Et dans cette vision de synthèse, on embarque tout le système alimentaire. Voilà. Et c'est peut-être autour de cette idée d'embarquer le système alimentaire qu'on a aujourd'hui des ruptures démocratique extrêmement puissante, puisqu'on est quand même dans 50 ans d'accès à l'alimentation de façon extrêmement déconnectée des conditions de production. Et les conditions de production, ce n'est pas juste la qualité des produits, mais c'est aussi les conditions dans lesquelles les gens travaillent dans toutes ces activités qui font la filière de l'aide alimentaire. Et je pense que dans la question de la gastronomie, ces aspects-là, en tout cas dans la façon dont on en parle de façon assez classique, sont un peu absents. Et c'est peut-être des choses finalement qui ne sont pas vues ni entendues par une grande partie de la population.
C'est intéressant. Thierry, alors? Non, mais c'est passionnant. Je rebondis sur le ensemble. Et je trouve que, oui, la synthèse dans l'assiette, je l'ai évoqué comme ça, la synthèse gastronomique dans l'assiette, l'excellence, le meilleur, la formation, bien sûr, et l'éducation au goût, bien sûr, mais le ensemble me paraît essentiel dans le sens où, par exemple, quand on faisait ce livre pour les Restos du Cœur, avec des bénéficiaires et des bénévoles, il y avait cette notion du ensemble et de vivre des instants bonheur autour de plats qui étaient, par définition, pas extraordinaires. Et je pense qu'on pourra éduquer sur la gastronomie, sur le bien manger, sur prendre conscience de ce que l'on mange quand on accepte d'être ensemble. Et c'est vrai que on parle de gastronomie bien souvent, et c'est vrai que j'ai à un moment donné montré comme ça un peu que la gastronomie ne se résumait pas au chef et à une haute gastronomie, et on est bien tous bien d'accord là-dessus, mais aussi à ce fait d'être ensemble de façon... Peut-être que la gastronomie, c'est autour d'une assiette de faire peuple. Et je trouve que aujourd'hui on parle de gastronomie, mais en même temps nous pourrions parler très largement de ceux qui n'ont pas accès à une alimentation convenable au quotidien. Donc, et je pense qu'à un moment donné, cette notion de la synthèse par l'assiette, voilà, quel que soit le produit, ce qui compte, c'est d'être ensemble pour se reconstruire, pour se restaurer, pour sortir des fois d'une extraction sociale difficile. Donc c'est intéressant d'entendre différents propos sur la gastronomie, mais à un moment donné, la synthèse est dans l'assiette. Mais j'aime bien ce ensemble, et j'ai bien aimé aussi le mot éducation, parce que là aussi, si on veut sortir de certains appauvrissements, il faut éduquer. Absolument éduquer. Et plus on montera le niveau d'éducation en aidant, moi j'aime bien, c'est pas forcément parler d'égalité, mais d'équité finalement. Plus on va aider les peuples à monter en connaissance, donc ils monteront en compétence, bien sûr qu'on leur donnera une accessibilité plus aisée à la gastronomie. Mais très honnêtement, quand on fait nos écoles d'insertion ou quand on travaille sur une ONG comme les Restos du Cœur ou comme le Secours Populaire, eh bien c'est quoi l'instant bonheur de gastronomie quand j'ai un four à micro-ondes ou quand je suis dans l'univers de la détention où je vais parler de gastronomie à des gens qui vont être détenus pendant 20 ans de leur vie, où on fait à manger, où on se nourrit avec une cafetière. Et effectivement, vous voyez, je prends le cas de la prison centrale de Poissy, à l'époque où j'étais à Poissy, le directeur autorisait que le dimanche, certains détenus puissent se rassembler pour manger ensemble. Et immédiatement, il y avait des chiffres qui prouvaient cela, que les tensions s'apaisaient et que les négociations pouvaient être possibles parce qu'il y avait ce passage à table et que finalement, vous aviez pu manger ensemble. Alors, peu importe le contenu de l'assiette, finalement, mais c'était se manger ensemble. Chacun avait œuvré pour que on se rencontre autour de la synthèse de l'assiette, donc on allait finir par parler de gastronomie. Vous voyez que la diversité de l'univers de la gastronomie est absolue, mais la synthèse se fera au moment du partage du plat. Et alors ce qui est drôle, c'est quand vous avez affaire à des personnes qui sont des fois détenues de façon plus courte, où la cellule est plus habitée, et des fois anormalement plus habitée, eh bien vous avez ce qu'on appelle, les détenus appellent ça le gloubi, où on va chacun amener un petit peu de sardines, de thon, d'œufs, on va lier ça en général autour d'un œuf, dans la même gamelle, dans une même chauffante, et on va se le partager dans la cellule. Donc les détenus nous disaient « Ah non, mais c'est notre gloubi ». Ça n'a rien de gastronomique, mais c'est ce ensemble qui leur fera accepter de vivre ensemble. Et c'est là aussi où il y a une interaction que je ne sais pas mesurer, sociale, de la gastronomie et de ce mot gastronomie qui fait différentes résonances finalement. Et pour certains, et je termine mon propos là-dessus, quand on avait fait la première fête de la gastronomie, j'avais décidé de faire la fête de la gastronomie dans le métro. Et je voyais bien qu'il y a des gens qui disaient « Mais c'est quoi cette fête de la gastronomie ? Je ne connais pas. » Et c'est quoi gastronomie ? Et c'est intéressant de se vivre ensemble pour partager ces instants-là et de pouvoir parler de gastronomie un petit peu beaucoup plus diversifiée et beaucoup moins élitiste. Alors, il y a une donne qui a complètement changé par rapport à l'histoire aussi du discours gastronomique. C'est l'hypermédiatisation de la gastronomie elle-même,
qui est une donne qui n'est pas nouvelle, mais dont l'inflation, malgré tout, l'aspect superlatif aussi est tout à fait marquant. Et donc, vous, c'est intéressant, Thierry, parce que vous êtes complètement investi aussi, je ne dis pas pris, hein, parce que vous êtes engagé aussi dans cette sphère médiatique, hein, qui elle-même forme un écosystème, parce qu'on met en représentation la gastronomie à travers la médiatisation des chefs, à travers les recettes, la spectacularisation des pratiques culinaires. On voit les gens faire, la pâtisserie, les plats. Il y a tout un monde éditorial autour de ces questions-là. Alors, on pourrait se dire, je ne sais pas si ça plaira bien aussi à Dominique, de dire que ça participe de la démocratisation ou de la démocratie alimentaire, puisqu'il y a un accès qui est devenu de plus en plus holistique, libre aussi, pour l'alimentation et la gastronomie avec les médias. Alors, c'est vrai, mais si on reprend Carême, Gouffet, Escoffier, Paul Bocuse et toute la génération des années 80, on a toujours une montée en puissance sur la médiatisation de ce métier de façon assez élitiste quand même. Hein, il faut bien le reconnaître. Et puis aujourd'hui, quand on regarde l'accélération, elle se fait en 97, quand on met les ordinateurs en réseau, les chaînes vidéo, tout ça qui va continuer à amplifier les phénomènes de starisation finalement du monde de la cuisine qu'on croit être le monde unique de la gastronomie. Il ne faut pas limiter la gastronomie au monde des chefs. Il y a toutes les images en fait. Hein. On voit celle de Public Sénat qui nous montre manger c'est voter, et on voit le terroir des choses. Et puis c'est des images très contrastées. Le monde politique a compris que c'était un outil extrêmement simple pour entrer au cœur des foyers. Donc on va, l'industrie agroalimentaire a très bien compris ça. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire est plus bio que bio. La grande distribution est plus bio que bio. Donc tout ce mouvement sur la cuisine, la gastronomie, l'accélération, elle est aussi due à ces connexions qui se sont accélérées. Aujourd'hui, est-ce qu'on consomme de la cuisine ou est-ce qu'on consomme des chefs? Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous consommez plus des visages de chefs que des images de cuisine et de saveurs de cuisine. Si vous reprenez ma génération dans laquelle on a été formé, on reconnaissait les yeux fermés la signature d'un chef. Donc tout ça, c'est une accélération, je dirais, quasi normale, mais ça ne résout pas bien souvent le problème de la gastronomie, qui là, on est sur des images marketing assez cosmétiques, mais que le fond, il est quand même la qualité de ce que nous avons à manger. Oui, Thierry, il y a des images marketing assez cosmétiques, et en même temps, il y a une vision un peu instagramisée, c'est-à-dire que tout le monde, il y a cette pornographie, cette food pornographie, ce food porn à vouloir tout photographier, tout élever, peut-être en performance. C'est ça, je pense que ça va intéresser Pascal, cette notion de... on n'est plus dans l'excellence, on est dans la performance gastronomique. Et puis si elle est ratée, on n'est plus en communication, on est en excommunication. Ce qu'on voit quelquefois dans les émissions avec t'as raté dehors ou j'ai raté mon plat. Et donc là, au lieu de libérer en quelque sorte le plaisir, le désir, l'envie, tel que défini par Thierry tout à l'heure, on met une charge encore supplémentaire, un poids du normatif des contraintes. Pascal? Oui, alors beaucoup de choses très intéressantes. Tout ce que j'entends, je prends des notes en fait au fur et à mesure. Parce que nous, on est en plateau, alors on est un peu chaud. Pardon? On est en plateau, alors c'est toujours plus chaud en plateau que quand on est isolé comme ça. Ouais. C'est sûr. Je reviens sur l'intervention de Dominique tout à l'heure. Qui était intéressante parce qu'en fait, tout à l'heure, Thierry a parlé du mot gastronomie. Il a dit, bon, c'était un mot un petit peu pesant qui fait un peu peur, l'estomac, comme ça, les lois de l'estomac, puisque le mot grec gastronomos signifie effectivement les lois de l'estomac. Mais moi, du coup, je le vois un petit peu différemment. Dès que j'entends parler de loi, je pense à politique. Et en fait, le gastronomique, c'est un mot sociopolitique. Parce que la question qui se pose quand on pense à des lois, c'est qui c'est qui les fait, en fait? Qui fait les lois? Et en fait, le phénomène gastronomique, c'est-à-dire le fait de l'excellence de la nourriture et du bien manger, de quoi relève-t-il? D'abord, il relève du goût effectivement une certaine classe sociale, c'est-à-dire qui est de l'aristocratie, jusqu'à ce qu'apparaisse à la fin du XVIIIe le règne des cuisiniers. Puisqu'à la Révolution française, quand ces gens-là vont se retrouver chassés de chez leurs maîtres aristocrates, désormais raccourcis pour certains, ils vont ouvrir des restaurants. Et là, la société française va changer radicalement, puisque l'ancienne aristocratie va plus ou moins se trouver réinvestie dans la bourgeoisie,
Mais du coup, le rapport ne va plus être le même, parce que le rapport bourgeois à la nourriture, c'est un rapport dans lequel vous achetez à quelqu'un un service. Il n'est plus à votre service, vous lui achetez un service. C'est là donc que les cuisiniers s'autonomisent et commencent à devenir des stars. Mais c'est aussi là que les bourgeois imposent le goût bourgeois, c'est-à-dire le goût d'une nouvelle certaine classe. Et qu'est-ce que c'est le goût bourgeois? Le goût bourgeois, c'est montrer qu'on a accès à un certain nombre de choses parce que, étant du peuple et étant arrivé par notre activité, nous avons désormais plus d'argent que les autres et il faut que ça se voie. Et donc, on va dans les grands restos, on va manger des choses que les autres ne peuvent pas manger, etc. etc. Donc ça, en fait, ça participe d'un mouvement de démocratisation qui fait du vulgum pecus un petit peu le juge du cuisinier, et le cuisinier, celui qui impose d'une certaine manière, quand il est starisé, un certain nombre de façons de faire. Autrement dit, dans notre démocratie moderne, les cuisiniers et leur public se tiennent un peu par la barbichette. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que dans ce qui vient d'être dit à propos des stories Instagram où les gens photographient leurs plats, etc., etc., on a affaire en fait à quelque chose qui a été décrit dans la sociologie française sous le nom de distinction. Hein. C'est bourdieusien comme concept. On veut se distinguer de ce que mange le voisin. Et c'est ce narcissisme de la petite différence qui nous rappelle toujours ici que dans le gastronomique, il est question de mettre en scène, mais de se mettre en scène. De se mettre en scène comme accédant à un niveau d'excellence ou de supériorité. Mais c'est une manière de comprendre l'excellence qui est évidemment une manière de classe, clairement. Oui. Donc, mais ça date pas un peu, Pascal, parce que Bourdieu, par exemple, c'est lié à un habitus, c'est-à-dire à une condition de classe. Il y a les bourgeois, ils mangent ça. On peut préjuger de ce que va manger un bourgeois en croisant son capital économique et son capital culturel. On sait ce qu'il consomme à table et ce qu'il consomme culturellement. Mais voilà. C'est pas daté quand même cette notion d'habitus et de condition de classe par rapport aux gens aujourd'hui qui affirment des styles. Ils affichent des styles de vie beaucoup plus fluides, beaucoup plus libres. Hein. Bauman, il parle de fluidité. Hein. Tout est impermanent, tout est fluide. Oui, je suis d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui reste solide et fixe dans cette fluidité, c'est les valeurs qu'on impose. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des valeurs qui restent là. Alors certes, par exemple, la valeur n'est plus forcément nécessairement la valeur bourgeoise, c'est-à-dire l'argent, hein, mais ça peut être autre chose. Par exemple, ça peut être la compliance, comme on dit, avec un certain pack de nouvelles valeurs qui vont montrer que vous êtes woke, aware, conscient d'un certain nombre de choses. Alors vous allez revendiquer, par exemple, votre végétarisme. Au lieu de dire, moi j'aime bien manger des légumes, donc voilà. Non, vous allez revendiquer, parce qu'autour de ça, il y a effectivement un système qui est un système de valeurs, en réalité. Et la valeur, c'est ce qui se recrée toujours sous la forme la plus solide, quoi qu'on ait l'impression qu'elle est abstraite. En réalité, elle se pose dans les sociétés comme un objet de désir. Et ce que font tous ces gens, c'est de migrer vers la valeur. Ils se mettent en scène comme migrants vers la valeur, en quelque sorte. Et une des clés peut-être de cette valeur, c'est aujourd'hui un symptôme qui revient souvent, l'expérience gastronomique. Hein, ça doit être vécu comme une expérience. Alors la gastronomie, oui, effectivement, ça peut être vécu comme une forme d'expérience, mais en fait, c'est une expérience. C'est une expérience, mais c'est une mise en scène surtout. Ça dépend qui fait l'expérience. Si c'est vous qui faites l'expérience en tant que vous vous mettez en scène, c'est-à-dire que vous allez dans un grand restaurant, vous prenez les photos, vous les mettez sur votre compte Instagram ou votre Snapchat ou ce que vous voulez, vous ne faites pas l'expérience, vous êtes l'expérience. Vous montrez que vous êtes vous savez que vous êtes où vous allez, pourquoi vous y allez, etc., etc. Moi, je pense que la gastronomie, elle requiert, c'est pour ça aussi que je parlais d'excellence, mais d'une excellence qui est républicaine, en réalité, qui est vraiment accessible à tout le monde, qui vaut aussi bien à la table de votre grand-mère qu'à la table de Thierry Marx. C'est pour ça que moi, j'opposerais volontiers à la célébration, qui est le concept central apparemment du repas gastronomique français, l'intimité du rapport qu'on a avec un produit. Parce que pour moi, on peut rejoindre autrui que d'abord par un retour intime sur soi et dans la conscience de l'acte du bien manger, du bien faire à manger. Dans la célébration, il y a quelque chose de différent. C'est un contexte un peu plus religieux que celui de la célébration qui renvoie à l'archaïsme de l'abondance, qui est l'archaïsme de la fête. Dans une fête, en réalité, le gastronomique, c'est pas tellement le problème. Quand il y a du gastronomique dans une fête, c'est souvent du tape à l'œil, parce que la plupart des gastronomes veulent un produit qui, lorsqu'il est par exemple sujet à une cuisson minute, doit être servi à la minute. Mais dans combien de mariages allez-vous manger des tas de trucs super bien préparés qui restent 2 heures sur les plateaux et qui après n'ont plus de qualité gastronomique, enfin du moins celle qu'ils auraient eu si ils avaient mangé tout de suite. Donc là, cette abondance, pour moi, c'est un archaïsme, d'une certaine façon. Et à ça, j'opposerais très volontiers, par exemple, le fait d'être chez soi avec quelqu'un et de dire, tiens, je vais te faire une omelette, mais attention,
Il y a omelette et omelette. Ça, par rapport à la sphère médiatique qu'on évoquait, on le voit moins. On voit plus la scénarisation, une socialisation. Absolument. Mais justement, dans la scène médiatique, si vous voulez, comme dans tous les systèmes, il y a un pôle gastronomique qui reste toujours. Quelque part caché, il y a un pôle gastronomique qui reste. C'est pour ça que moi, je tenais beaucoup dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, à rappeler que dans une définition, il y a toujours la notion d'une essence qui compte. On doit pouvoir reconnaître le vrai gastronomique de son apparence ou de ses travestissements qui sont effectivement gigantesques, parce qu'en réalité, le bien manger au sens du manger cher, ou manger comme les riches, ou manger comme les bourgeois, ou manger les produits les plus rares, etc., ça ne date pas d'hier. Évidemment, on buvait du vin de Falerne chez les Grecs et les Romains, des amphores sigillées de provenance extrêmement rare. Et voilà, c'était ça le gastronomique d'une certaine façon. Mais ce qui mettait avec, de l'eau de mer par exemple, ça c'est plus trop dans notre goût d'une certaine façon. Donc, cette essence, à mon avis, elle s'atteint dans l'intimité. Elle s'atteint dans l'intimité, c'est-à-dire dans la construction personnelle, individuelle, du goût. Et cette construction individuelle, parce que nous sommes des hommes, elle est intersubjective, elle se fait en rapport toujours avec un autrui. Alors qu'il peut être, ça peut être votre familier, ça peut être votre père, votre mère, ça peut être votre cousin, etc. Donc cette construction du goût dans un rapport intime avec un familier où on s'aide et on s'entraide. Vous devriez voir les discussions que j'ai chez moi avec ma femme autour de la question de savoir à combien de moments on va arrêter la cuisson des spaghettis. Ouais. Voilà. C'est une Italienne qui est beaucoup plus radicale que moi. Parce que c'est une Italienne du Sud et moi je suis Italien du Nord. Donc elle ne supporte pas que les pâtes soient trop cuites. Ça rejoint l'argument culturel qu'évoquait Pierre Saner tout à l'heure. Voilà, il y a un argument culturel, mais il y a une discussion ici. Merci Pascal. Dominique, je ne sais pas si les médias entrent directement dans votre champ de recherche, mais est-ce qu'ils jouent, à votre avis, un rôle favorable, par exemple, dans la mise en écho d'initiatives qui sont prises en termes de solidarité par rapport à la précarité? Est-ce qu'ils jouent toujours un rôle délétère avec ce qu'on vient d'évoquer? D'ailleurs, je ne voulais pas leur donner uniquement une connotation négative. Au contraire, cette mise en spectacle, cette scénarisation, elle fait de l'audimat, elle fait que de plus en plus de gens s'intéressent à la gastronomie. Mais est-ce que vous vous intéressez aussi au rôle que peuvent jouer les médias dans cette démocratisation ou cette démocratie alimentaire? Alors c'est vrai que la place de ces médias est extrêmement importante sur la façon dont elle va, je dirais, dans une certaine façon, participer à la repolitisation de l'alimentation. Voilà, parce que c'est devenu quand même aujourd'hui un sujet extrêmement important et donc il y a une possibilité de s'approprier ce sujet-là par ce type d'approche. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de gens qui sont avec des tout petits revenus et pour une grande partie d'entre eux, c'est-à-dire aujourd'hui quand même entre 7 et 10 millions de personnes, où finalement un pays comme la France propose un accès à une alimentation pas forcément durable d'ailleurs, uniquement par un dispositif de distribution de produits d'aide alimentaire. Moi, ce qui me choque, c'est que ça choque personne. Voilà, ça choque personne. Ça choque personne qu'on assigne une partie de la population à manger finalement de cette façon-là, donc sans choisir les aliments, sans avoir la possibilité peut-être de la cuisiner, de partager finalement son patrimoine culinaire ou des choses comme ça. Et c'est vrai que dans la période actuelle, c'est compliqué, parce qu'on a une réalité de la situation de la précarité qui fait qu'on ne peut pas la laisser de côté. Mais je trouve assez incroyable qu'on ait, si vous voulez, à la fois des avancées, des façons de discuter, des façons d'échanger sur des enjeux autour de la gastronomie, de voir comment cette gastronomie ou ces formes de gastronomie prennent autant de place dans nos vies aujourd'hui, que ce soit à travers les médias ou à travers l'ensemble des initiatives qu'on peut voir sur le territoire. Il y en a, mon Dieu, plein. Et cette situation très concrète qui est que, on a plus de 10% de la population qui accède à l'alimentation comme ça. Et sur le plan politique et démocratique, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, ces questions autour de la gastronomie, pour moi aujourd'hui, ça vient nous rendre compte aussi du rapport de classe dans lequel on est les uns et les autres, avec cette question
autour de l'alimentation, en sachant que l'alimentation, c'est un bien commun, on en a tous besoin et on est tous des mangeurs. Je voulais poser une question, merci Dominique. Pierre, on avait aussi dans les premiers temps, par rapport au travail de la mission française, montré que peut-être le curseur était placé sur les chefs. On avait vu des manifestations où des centaines de chefs étaient réunis dans un espace un peu aristocratique qui donnait une vision un peu élitiste. Il me semble que ça a bougé aussi au fil. C'était peut-être normal que ceux qui font la gastronomie au quotidien comme pratique, comme excellence aussi de professionnelle soient mis en valeur. Et progressivement, le travail de la mission aussi a élargi son champ de vision par rapport à tout ce qui peut manifester la gastronomie. Sur le dossier en lui-même, on a surtout beaucoup dialogué aussi avec les responsables de l'UNESCO. C'était un dossier qui rentrait dans un certain nombre d'attentes et d'exigences. Après, très sincèrement, et moi je comprends une forme de révolte et de colère, et je l'encouragerais. C'est vrai qu'on est dans un pays aujourd'hui, on n'a pas le droit, mais on n'opposerait pas le fait de parler de la gastronomie et le fait qu'il y ait 7 à 10 millions de personnes qui ne mangent pas bien ou suffisamment. Il n'y a pas de raison d'opposer les uns aux autres sur ce sujet. Et de la même manière que lorsqu'on défendait le dossier, que des chefs étoilés, de renom, dans lesquels tout le monde n'a pas peut-être la possibilité d'aller, même si chacun peut-être essaye une fois dans sa vie d'aller dans un étoilé, que ce soit les ambassadeurs d'une culture française partagée, revendiquée. Je me refuserai à opposer l'un avec l'autre. Il n'y a pas d'indécence. Parce qu'au fond, c'est un peu ça qui peut être dit, à dire il y a une excellence qui est portée, qui honore, qui est... Alors bien sûr, on n'est quand même plus au temps de Louis XIV qui donnait le repas où tout le monde regardait, etc. On n'est pas non plus le moment où le chef de l'État, comme le faisait Giscard d'Estaing, allait chez les uns et les autres pour dîner le soir. Et s'il adorait les œufs brouillés, il préfère avec un peu de truffe. Bon, dont acte. Mais au-delà de ce petit aspect, encore une fois, je pense que c'est par ce manque de définition généreuse, au fond, de la gastronomie, que parfois il y avait pu y avoir des critiques. Qu'est-ce que la gastronomie et la façon dont le dossier a été monté, qu'est-ce que le repas gastronomique? C'est effectivement des choses différentes. Et au cœur du repas gastronomique, ça a été dit dans la définition, cette pratique sociale du bien-être ensemble autour de la table, au fond. Avec des bons produits, oui, ou des produits qui ont, entre guillemets, une haute valeur culturelle, ou une valeur culturelle. C'est les produits de terroir, c'est ceux qui sont manipulés par les agriculteurs, les éleveurs, les viticulteurs, qui au quotidien font cette gastronomie. Donc oui, c'est révoltant qu'aujourd'hui, dans le pays qui est le nôtre, on ne soit pas en capacité à nourrir... Et malheureusement, je pense que ça va être... cette situation actuelle et de pire en pire. Et le fait est, ce qui est au centre, on l'a dit, c'est le partage et c'est d'être à plusieurs autour d'une table. Moi, on a pris l'exemple et je suis très heureux qu'on puisse parler. Effectivement, généralement, dans la restauration collective, on parle des EHPAD, on parle des hôpitaux, on parle des écoles, on oublie les prisons. Et c'est vrai que c'est un lieu, normalement, de resocialisation. On n'est pas fait là, les gens ne vont pas là-bas pour rester, ils vont pour sortir. Donc autant en faire des gens qui soient sociabilisés. Et le repas et la cuisine et la gastronomie y participent. De la même manière, et Dieu sait si c'est un sujet prégnant en ce moment, aussi, c'est la désespérance des étudiants. Et lorsqu'on ne peut plus aller dans les restos U, effectivement, c'est aussi particulièrement désespérant. Et ce qui a été soulevé en disant, ils font... et bon, voilà, je suis père de 2 étudiants, ils ne font pas la queue à l'aide alimentaire, mais on le sait, certains le font. Voilà, c'est effectivement assez inadmissible dans notre... On aurait aimé parler, évidemment, on a voulu éviter en même temps le Covid, qui est vraiment le sujet récurrent, mais par rapport à la gastronomie, on ne va pas y revenir. Mais en tout cas, ce qui a été intéressant aussi, qui a été observé en sociologie, en anthropologie, avec des gens comme Dominique Desjeux, c'est que ça a mis un coup d'arrêt très fort à la restauration et même à la vie familiale, puisqu'on définit la gastronomie à travers la convivialité, le partage, mais qu'en même temps, le Covid, il a réveillé dans les familles, dans les cellules, les microcellules familiales, l'envie de faire, l'envie de recuisiner, la découverte de gestes. Donc il y a eu quelque chose de proactif. Dominique, je me tourne aussi vers Dominique, un sentiment de solidarité plus fort. On voit beaucoup d'initiatives naître en termes de solidarité. Tout à fait, ça a été quand même assez puissant. Il y a un mouvement qui demeure autour, mais c'est vraiment autour de cette idée d'être ensemble.
pour manger. Alors, moi, je veux juste préciser une chose, je n'oppose pas gastronomie et aide alimentaire. Hein. C'est pas ça ma question. C'est juste la façon dont on invisibilise aussi à un moment donné des questions politiques et qui ont derrière des enjeux démocratiques qui sont quand même assez fondamentales. Donc c'est plutôt ça que je soulève. C'est pas vraiment une opposition. Avant de passer, je voudrais juste préciser une petite chose, c'est que moi je suis dans le conseil scientifique de la chaire UNESCO Alimentation du Monde et qui donne aussi, je veux dire à travers la perspective qu'on peut avoir là, on voit bien quand même que non pas, je ne sais pas s'il faut dire là ou les gastronomies, je suis désolée, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont les cartes sont en train de se rebattre extrêmement fortement et qui sont complètement liées aux expériences vraiment liées à la vie de tous les jours aussi. Hein, vraiment à comment on se débrouille pour changer des modes d'approvisionnement, comment on essaye de trouver des produits, comment on essaye des nouveaux produits, etc. etc. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est en train de se fabriquer autour d'une expérience qu'on pourrait, qu'à mon sens, qu'on peut penser comme étant une expérience partagée de ce que pourraient être ces formes de gastronomie. Avant de passer aux questions, on va demander au seul professionnel de cette table ronde, et pas n'importe lequel, de nous dire au fond comment est-ce qu'il y a vraiment dans cette période hyper critique une capacité de résilience, de rebond, de réinventivité. La résilience, c'est un peu le mot à la mode. Je trouve que la Covid nous fait prendre acte de choses qui étaient sous-jacentes avant, et que le monde d'après, de cette après-date historique de la Covid, nous fait prendre conscience que nos consommations, nos modes de consommation étaient un problème. Cette fracture sociale qui dure quand même depuis les années 90 est d'une brutalité absolue, et que la gastronomie n'est pas exclue de cela. Et j'aime bien le propos, parce que le vivre ensemble, se reconstruire ensemble, faire peuple autour d'une gastronomie, telle qu'elle soit, c'est aussi pour se reconstruire. Et je trouve que, je ne crois pas forcément au monde d'après, mais que cette memento mori, finalement, prend conscience que tu es mortel, nous fait peut-être prendre conscience que nous devons remettre nos croissances, peut-être redonner du sens à nos croissances, des croissances en conscience, des consommations en conscience, et remettre finalement sur pied cette société autour de sa gastronomie. Parce que si la gastronomie, c'est être ensemble. Et puis j'ai bien aimé aussi, vous étiez un petit peu contre l'évocation de Pierre Bourdieu. Moi j'ai une admiration sans fin pour Pierre Bourdieu, et je trouvais que le propos de ces sociétés qui s'entrecroisent, que le rôle modèle du bourgeois pouvait aussi intéresser l'escalier social que pourrait franchir le peuple, finalement. Je trouvais ça intéressant, mais effectivement il faut se servir peut-être de cette date de la Covid pour bâtir une gastronomie plus redistributive, parce que finalement la gastronomie, c'est, comme je l'ai évoqué au départ, donner envie à des gens en vie, mais surtout envie d'être ensemble. Et c'est ça qui m'interpelle dans les deux propos que nous avons eus là, qui sont des propos extrêmement forts et qui nous font prendre conscience que la gastronomie, c'est de la vie. Et c'est de la vie aussi au quotidien. C'est pas simplement une question et finalement de ne pas opposer ce qui n'est pas opposable, finalement. Parce que la gastronomie est une énorme, je dirais, une énorme tarte qu'on pourrait se partager et multiplier. Mais il y a des enjeux qui sont extrêmement forts, et de considérer que cette gastronomie doit nous permettre aussi de mesurer l'impact social, l'impact environnemental. Quand je vois encore aujourd'hui l'état de la fracture sociale, le travail sur le terrain que peuvent avoir dans les quartiers dits politiques de la ville, où il n'y a même pas la capacité du quotidien alimentaire, eh bien c'est une problématique sur laquelle la gastronomie doit s'interroger aussi. Bien, je pense que merci Thierry. On va passer aux questions. Oui, alors les questions sont nombreuses. Tout à fait. On a déjà une question de Carole Métayer qui est un petit peu générique et qui revient sur le titre, vu que cette table ronde est introductive pour l'ensemble des rencontres François Rabelais. Elle revient à rappeler qu'on a intitulé la programmation de cet événement « Gastronomie au pluriel pour tous ». Et elle voudrait vraiment avoir un éclaircissement sur l'utilisation du « est » sur le mot « gastronomie ».
je ne sais pas si je peux me lancer, je ne suis pas à l'origine du titre, mais je vais oser. Moi, j'ai toujours préféré les pluriels. Et surtout, je note qu'il y a un point d'interrogation. Ça aurait pu être un point d'exclamation. Peut-être que la discussion aurait pu être sur le point d'interrogation ou le point d'exclamation. Mais pour dire revenez tout à l'heure, est-ce que c'est de la gastronomie ou les gastronomies? Là, en l'occurrence, dans le monde, je préfère les pluriels. Le pluriel, largement. Il y a de la même manière, et on œuvre dans ce sens, là, en ce moment, dans le cadre de la saison Africa 2020, vous savez, qui va permettre de donner à voir aux Français le regard des artistes et aussi cuisiniers africains sur le monde. On invite des cuisiniers africains en résidence à partir du mois d'avril. En France, et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des gastronomies là aussi africaines. Donc pour ma part, je célébrerai, le mot peut-être pas trop fort, le pluriel. Moi, je suis assez d'accord aussi avec le pluriel. Et d'ailleurs, on est 5 sur ce plateau, et finalement 5 à avoir un avis un petit peu différent sur ce qu'est la gastronomie. Donc il y a des gastronomies, bien entendu, mais ce qui compte, c'est que ces gastronomies n'en fassent qu'une un jour pour nous rassembler. Mais encore une fois, je maintiens mon propos que la synthèse dans l'assiette. Une autre question, toujours sur cette dimension de patrimoine immatériel. Carole Métayer, toujours, est dit quelle identité française traditionnelle aujourd'hui peut-on ou doit-on transmettre, notamment dans un processus d'éducation au goût en milieu scolaire, compte tenu, par exemple, que ce midi, à la cantine, au menu de son fils, il était intitulé Journée canadienne et c'était un repas donc végétarien, mais elle n'a jamais vu au programme des cantines repas traditionnel français d'inscrit un jour ou un autre. Alors je ne sais pas si ce serait forcément bienvenu, mais on pourrait faire un repas gastronomique des Français dans la restauration collective à l'école, accompagné d'un lexique, un petit menu. Alors on l'a fait, et notamment c'était Dijon qui avait appelé ça, je crois, le menu des petits ducs, et ils avaient fait dans la semaine un menu tourangeau, un menu dijonnais, bourguignon, un menu lyonnais et un menu francilien, avec lexique à côté. Et on célébrait les 4 cités de la gastronomie à travers ça pour le public des maternelles et élémentaires, je crois. Mais j'ai d'autres choses à dire, mais je laisse la parole à Thierry sur le sujet. Je suis assez convaincu qu'il faut faire des menus franco-français, parler du patrimoine culinaire français, notamment dans les cantines scolaires, parce que quand on parle de patrimoine culinaire français, on parle de notre agriculture, on parle de nos sols, de la qualité de nos produits. Il n'est pas question d'imposer, mais c'est simplement de l'éducation. Ça a été évoqué tout à l'heure sur ce plateau, l'éducation. Eh bien, il ne faut pas non plus avoir peur de l'éducation par la cuisine. C'est un moteur extrêmement fort pour apprendre à connaître l'autre, pour se découvrir des saveurs, des savoir-faire, etc. Donc il y a une capacité cognitive dans l'apprentissage de la cuisine très tôt, je l'ai beaucoup évoqué, et donc là aussi faire participer les jeunes gens au repas qu'ils vont avoir à consommer. Et on voit que ça a une implication forte. Donc les cantines scolaires, avant de parler de bio et de super bio, on devrait réapprendre à parler de circuits courts, de cours de cuisine, et de remettre des acteurs de l'artisanat directement au cœur. Le cantinier n'était pas quelqu'un de méprisable. C'est quelqu'un qui faisait, certes, 1 ou 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Mais c'était parfaitement acceptable pour nous faire comprendre. Et il y avait une autorité. Alors je ne dis pas une autorité qui punit ou qui récompense, mais une autorité de savoir-faire qui pouvait expliquer ce que avait été préparé pour ce repas de la cantine. On a un peu oublié ça. Je pense qu'il faut moderniser ça, mais de ramener de l'artisanat au cœur même de l'éducation. Pascal Dominique, vous pouvez réagir, même loin du plateau. Personnellement, je militerais volontiers pour des cours de cuisine chez les enfants et au collège et au lycée. Absolument. Je militerais pour ça parce que je pense que c'est une activité qui est multidisciplinaire et qui est extrêmement, qui ouvre l'esprit extrêmement à beaucoup de choses. Il y a un faire, il y a aussi un réfléchir, donc ça c'est absolument essentiel. Et soutenir aussi toutes les choses qui se font autour de la pédagogie culinaire, des mouvements comme l'école comestible par exemple, ou des choses de ce genre. Absolument. Et peut-être aussi se dire que
dans cette façon de poser les questions autour de la cuisine, c'est une façon aussi pour les gens du métier, de se réapproprier des marges de liberté sur leur métier. Tout à fait. Parce que un des problèmes de ces personnels des cantines collectives, c'est que ça fait belle lurette qu'on ne leur a pas donné la possibilité de se réapproprier. Entièrement d'accord. Oui, ça c'est très juste. Je pense que c'est une... On y gagnerait tous. C'est une clé peut-être pour le problème de l'accès à une alimentation de qualité. Parce que quand on sait cuisiner, on n'est jamais perdu. On n'est pas obligé de se rabattre sur de la processed food, sur de la nourriture industrielle. On peut faire quelque chose avec très peu de choses, en fait. Moi, je viens d'une famille, mes parents étaient très, très, très pauvres. Et dans ce que m'en raconte ma mère, ils mangeaient très, très, très bien. Mais peu, avec des choses simples. Et voilà, ils savaient se débrouiller. C'était une autre misère qu'aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est un bagage essentiel. Voilà. On s'est coupé de notre ruralité dans la cuisine française. Et je rebondis sur la cuisine italienne qui a su garder une cuisine attractive, pas chère et bonne. Et c'est parce qu'à un moment donné, nous, Français, dans notre gastronomie française, nous sommes coupés de la ruralité. Et le petit bistrot où il y avait un plat du jour, eh bien, il n'existe plus. Il est devenu très chic. Et ils ont les Italiens, toute leur communication, tout l'agro-tourismo. Exactement. Et quand je vois la cuisine italienne, même la cuisine mais la cuisine italienne est quand même beaucoup plus riche, eh bien, il y a une cuisine bonne à manger et agréable à payer. Et vous trouvez ça encore en Italie. Et les familles italiennes vous racontent ça. Et quand vous avez des copains italiens qui vous font une poignée de pâtes avec 3 cœurs de tomates à l'intérieur, vous dites, ah mais c'est divin. Et c'est un coût matière de 1 euro, 1,50 €. Et là, je rebondis là-dessus dans l'éducation, parce que bien souvent, j'avais fait un comparatif un jour avec des mamans issues de l'Afrique et des mamans qui vivaient sur le sol français depuis longtemps. Et on avait tous 20 € pour faire les achats. Eh bien, je m'apercevais que les mamans africaines, avec 20 €, m'avaient carrément rempli l'épicerie et le frigo avec 20 € et on mangeait sur 3 ou 4 jours. Or que des mamans moins aguerries à ce côté tribu, à ce côté écosystème familial, eh bien, on allait tout de suite sur le facile, soda, et finalement, on achetait plus d'emballage que de nourriture. Or que ces femmes africaines qui achetaient du blé moins cher, concassé, mais délicieux, etc. etc. Et donc, on a perdu ça, nous aussi, dans notre gastronomie française, ce lien à la ruralité dont on avait un petit peu honte quand même. Entre les deux guerres, on avait un petit peu honte de cette ruralité, de ce côté paysan. Et finalement, il y a eu une distorsion de notre alimentation entre le monde rural et le monde urbain. Et on court après ça aujourd'hui. On se dit où manger pas cher et bon à Paris. Et puis Thierry, quand on a voulu le ramener à la ruralité, on l'a peut-être un peu folklorisé. Moi, entièrement d'accord. On a fait des tonnes sur le terroir. Voilà. Et c'est devenu le terroir caisse. Oui, bien sûr. Terroir caisse, voilà. Oui. Non, mais là, je rebondis vraiment. Je rebondis. Et quand j'entends, permettez-moi, je vais vous appeler Dominique, parler, je dis que dans les initiatives que peuvent avoir les ONG, il faut qu'on remette des cours de cuisine. Comment je cuisine pas cher? C'est quoi un œuf? Combien je prends d'œufs pour faire une omelette? Moi, je me souviens de personnes qui étaient en grande précarité et qui faisaient 500 grammes de pâtes. Et on en jetait un quart à la poubelle parce qu'on n'avait pas de frigo. Donc, vous voyez, réapprendre des gestes de vie et de survie, mais en même temps en se réappropriant la façon de nous restaurer. Et j'adore entendre parler de la cuisine italienne parce qu'il y a des endroits de l'Italie où il y avait peu de choses. Mais alors, il y avait une acceptation de manger une polenta, point. Et quand vous avez mangé une polenta avec un trait de filet d'huile d'olive et un petit morceau de fromage de chèvre, et vous constatez le coût matière première que ça représente, finalement, il y avait une intelligence de cette cuisine que nous avions en France et que je regrette d'avoir perdue parce qu'effectivement, soit on l'a folklorisé, tardivement, soit on s'est laissé faire par une proposition de l'agroalimentaire et on a confié notre cuisine pas chère à une industrie. Et ça, je pense que sur ce plateau, il y a un militantisme à relancer là-dessus et qui nous ramènerait à une idée de la gastronomie partagée pour tous. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, la gastronomie partagée pour tous. Exactement. Après, si vous voulez, sur la question de l'éducation à la cuisine, je suis désolée, je vais être je vais dire les choses un peu différemment. Autant je pense qu'il y a un vrai travail
d'éducation à remettre à l'ordre du jour dès l'école maternelle. Hein. Donc là-dessus, et ça, je partage cette perspective-là. Autant je serais plus mesurée en ce qui concerne la vision d'éducation telle qu'elle est en réalité instrumentalisée déjà depuis plusieurs années auprès des familles populaires, entre autres pour leur signifier que leur façon de faire la cuisine n'est pas une bonne façon de faire la cuisine. Il y a on a fait beaucoup d'études sur des ateliers cuisine qui sont donc mis en place dans un certain nombre de quartiers populaires et dont la visée est peut-être une visée de remettre de la distance et qui fait que pour un certain nombre de ces familles-là, c'est extrêmement violent de se faire entendre dire attendez, on va vous apprendre à faire la cuisine parce que de toute façon, vous ne savez pas la faire. On va vous apprendre à acheter à manger aussi parce que ça, vous ne savez pas le faire, sous prétexte que vous n'avez pas beaucoup de revenus. Donc, on est dans ce moment qui est difficile. Oui, mais c'est du paternalisme dans sa vision, dans son approche violente. Hein. Oui, mais c'est vrai. Donc on est dans ce moment difficile où on a cette histoire-là, qui est présente. Oui. Et donc on a de la méfiance aussi d'une partie de la population sur l'idée d'une éducation. Et puis on a cette montée forte de ce besoin d'éducation, effectivement, à l'alimentation, qui est lié aussi à la situation dans laquelle on est. Donc voilà, on est au croisement de ça, et je pense que ça demande énormément de doigté et de prise en compte de l'ensemble des paramètres. Mais c'est vrai, Dominique, je rebondis là-dessus. On peut voir les choses comme ça. Ce côté censeur, je vais vous apprendre à faire la cuisine parce que vous ne savez pas, et je trouve ça effectivement d'une brutalité absolue. Ou alors, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est quand on se sert de la cuisine pour son côté, je dirais, enthousiasmant et partageur et je dirais fun, comme diraient les enfants, pour se dire, on va faire la cuisine, et en même temps, et je me souviens de cet atelier qui était fait par cette femme à Villemomble au Resto du Cœur, elle me dit, quand je fais des cours de français et d'arithmétique, j'ai personne, quand je fais des cours de cuisine, j'ai du monde. Donc elle faisait, mais on faisait des pâtes à caisse avec notre cours de cuisine, simplement pour aider les papas et les mamans à essayer d'écrire un français un peu mieux, de comprendre un peu une arithmétique, pour en faire aussi, au travers de la cuisine, cet outil pédagogique qui allait les rendre plus libres. Et là, on n'était pas... Donc on peut se servir de la cuisine comme d'un lien social extrêmement enthousiasmant pour aussi élevé dans la culture générale. Et je vois pour les jeunes enfants, eh bien, je le dis souvent et je radote un petit peu autour de ça, mais quand je pose un cours de cuisine, finalement, je pourrais avoir toute une étendue de professeurs autour de moi qui pourraient parler d'histoire, qui pourraient parler de géographie, d'arithmétique. Si on allait plus loin dans les classes secondaires, de physico-chimie des aliments, tout ça autour de trucs, de choses extrêmement enthousiasmantes, qui est la cuisine. Donc, c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur cette pédagogie de la cuisine qui finalement, ou par le faire pour apprendre, on va accepter d'aller chercher un petit peu plus de connaissances. Mais évidemment, je trouve, et là je rentre dans votre avis, de dire c'est insupportable, même au travers d'une ONG, d'aller donner des conseils d'alimentation, de dire si vous ne mangez pas comme ça, vous n'êtes pas dans la norme, et de ne jamais oublier que de transmettre n'est pas de mettre quelqu'un en conformité. Et ça, c'est important, et c'est surtout pas, effectivement, vous avez raison, ce qu'on ne doit pas imposer à des familles, bien que certaines familles réclament une petite aide à la parentalité. Pour rebondir, et je pense qu'on est effectivement tous parfaitement d'accord sur le sujet-là, une éducation punitive, parce qu'au fond c'est un peu ça qui est sous-entendu, et effectivement les plus déplorables, et ne pourra jamais aboutir. En revanche, c'est vrai que ces cours de cuisine, cette éducation au goût, peut-être même les jardins là où c'est possible, hein, les potagers éducatifs, là aussi, quel miracle de voir quand on a vu des études là récemment où les gamins ne savaient pas forcément distinguer une courgette d'une aubergine ou d'un potiron. On se dit, voilà, le jardin, c'est aussi le potager, c'est aussi le lieu de cet apprentissage. Ça, c'est un point effectivement essentiel. Et puis, les enfants peuvent aussi éduquer les familles.
et des parents, et revenir avec des propositions. Et là, du coup, je pense qu'on sort de cette injonction punitive de il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, vous faites mal. Grâce à ça, maintenant, on le sait aussi, on demande beaucoup à l'école, donc il faut aussi envisager peut-être d'autres lieux de ces espaces d'éducation. Bon, moi, je plaide comme vous pour les cours de cuisine. Mon époque, il y en avait, mais c'était pour les filles. Mais vous savez c'était pour les filles. Moi, je faisais faire des travaux manuels, je devais plier des bouts de fer. J'étais très mauvais. D'ailleurs, je lorgnais du côté de la cuisine. Mais bon. Il y a beaucoup de réactions sur l'ensemble de vos propos. Jeanne Dardar, par exemple, étudiante en master, qui dit qu'elle pense qu'il faudrait plutôt parler de sensibilisation plutôt que d'éducation au goût, parce que le mot éducation est peut-être un petit peu descendant. Cécile Vétré nous rappelle qu'il y a un rôle théoriquement qui doit être porté par les familles en termes de transmission. Vous avez commencé de l'évoquer, mais elle-même dit qu'elle a appris la gastronomie française avec sa grand-mère et sa mère et qu'elle a l'impression qu'aujourd'hui, cette éducation intrafamiliale commence à être perdue. Oui. Alors, personnellement, si je peux faire une petite remarque ici, je ne suis pas de ceux qui jamais reviendront sur la beauté du mot d'éducation. Je ne trouve absolument rien de condescendant. Oui, moi aussi. J'y trouve au contraire la manifestation d'une noblesse propre à l'esprit humain que de pouvoir sortir de sa condition première pour accéder à une condition qu'il estimera lui-même, quand il y sera, supérieure à ce qu'elle était quand il était avant. Donc je veux bien qu'on... Voilà. Mais voilà, personnellement, je continue de parler d'éducation et je continue même de parler d'éducation parce qu'en réalité, le rapport au maître, il est fondamental dans le désir de faire autre chose que ce qu'on fait. Et en cuisine, je ne connais pas de cuisinier qui n'est pas un maître. Sans le prendre pour un maître d'école ou pour un garde-chiourme ou pour quelqu'un qui vous impose un régime disciplinaire, le maître, c'est d'abord la figure qu'on admire. Donc, dans l'éducation, il me semble que le désir est porté aussi par l'admiration qu'on voue à quelque chose. Et dans la cuisine, c'est tellement facile. Ce quelqu'un vous fait du bien en vous donnant à manger, c'est-à-dire en vous donnant de l'amour. Et en général, c'est la figure familiale, effectivement. Donc, du coup, on rejoint là la deuxième partie de la question qui vient d'être posée. Donc, voilà. Donc, je n'y vois rien de condescendant. J'y vois au contraire quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement noble. Oui, je suis entièrement d'accord. Non, mais j'acquiesce. Il faut arrêter avec les rhétoriques de plateau. On parle d'éducation. Qu'est-ce que c'est que de la transmission et l'apprentissage? C'est apprendre auprès d'eux. Donc, il n'y a rien de condescendant, effectivement, ou je dirais vraiment de blessant à parler d'éducation. Moi, si je n'avais pas eu la chance de croiser des gens qui m'aient servi de rôle modèle et qui m'aient aidé à un moment donné, par cette transmission, à me sensibiliser au beau, à l'exemple et à la qualité, eh bien, donc éducation, c'est pas un mot qui doit faire peur. D'abord, il n'y a pas de brutalité dans l'éducation. Vous ne brutalisez pas les gens en les éduquant et en leur permettant, comme ce qui vient d'être dit et fort justement dit, de les sortir de leur extraction sociale pour les élever socialement. Et, sensibilisation. Alors on peut saupoudrer comme ça des petites choses, mais bon, ça sent le saupoudrage quand même. Ouais. Alors on a beaucoup de questions, on n'a plus qu'un quart d'heure, donc on va s'imposer une petite discipline qui est de répondre un peu plus rapidement. Je sais que c'est difficile, on aime bien évidemment s'étendre un peu sur la réponse pour lui donner un peu de consistance, mais si on peut aller un peu plus vite. Oui, on a une question de Maxime Weingartner qui est à HEC et qui nous écrit depuis le Québec. Pensez-vous que l'expérience client, à ne pas confondre avec le service à la clientèle, doit être impulsée dans le contexte actuel que nous vivons et la mise en scène finalement qu'on pourrait imaginer peut-elle finalement être un outil de mise en avant de la signature d'un chef dans cette expérience client? Est-ce qu'il y a un lien entre expérience client et signature? Non, je vais répondre de façon très courte. Je peux même lui répondre une partie en anglais. Ce qui compte pour un chef d'entreprise, c'est le repeat guest. Donc, si vous avez des clients qui reviennent, c'est en gros que la gamelle est bonne et que la signature de cuisine que vous proposez est bonne. Donc voilà. Tenons-nous au repeat guest, si le client revient, c'est que c'est la meilleure chose parce qu'en plus, il pollinise un petit peu son écosystème à lui qui fait revenir encore plus de clients. Donc voilà, faites-vous confiance, économie de la qualité. Quand vous avez trouvé votre signature de cuisine et que le client revient, eh bien c'est gagné. Il faut aussi se remettre en question très régulièrement, mais c'est le seul moyen. L'économie de la qualité et de voir revenir le client et ce client qui revient
pollinise comme ça un petit peu son écosystème et vous fait revenir encore plus de clients, je pense que la mécanique est très vieille, mais elle est encore durable. Il me semble que Pascal aussi était un peu sceptique sur l'expérience formatée ou peut-être préfabriquée, alors que l'expérience doit être immanente, naître du moment lui-même. Oui, certainement, mais bon, ça dépend aussi du rapport que le restaurateur cuisinier, quand il fait lui-même la cuisine, a avec son client, c'est-à-dire le type de spontanéité qu'il peut lui apporter dans son expérience, ouvrez les guillemets. Il ne faut pas oublier quand même que quand on va au restaurant, c'est pour avoir un moment de plaisir, parce que quelqu'un a mis les petits plats dans les grands pour vous, en quelque sorte. Vous allez payer le service, mais il faut quand même que vous sortiez de là en vous disant, tiens, j'emmènerais bien quelqu'un que j'aime bien, par exemple. Donc, certainement. Après, voilà, il ne faut pas confondre l'expérience client de ce genre-là, si vous voulez, qui signe plutôt une sociabilité, voilà, un vivre ensemble, etc. Et la grande mise en scène à l'ancienne, extrêmement rigide, assez pontifiante, où on est là, serré sur son assiette, et puis il y a 3 personnes autour de vous qui vous... C'est fini, ça. C'est terminé. On peut vite. Ouais. Ou alors extrêmement conceptualisé, hyper, qui n'est pas du tout dans la tradition, mais le concept complètement novateur, où on ne sait plus où on est, ce qu'on fait, ce qu'on mange. Mais ça, moi, je me méfie du concept avant de manger. Quelqu'un qui est obligé de m'expliquer pourquoi je vais trouver bon ce que je vais manger, c'est mort. On a tellement dit que la gastronomie, c'était dans le discours, que bon, il y en a qui l'ont bien compris. Voilà. Je suis donc, du coup, il est sorti de l'assiette. Quand on a l'habitude de manger, on fait la différence quand même. Ça reste sur toutes les langues, mais c'est plus dans l'assiette, c'est dans le discours. Kylian Stingel, pour les autres questions. Vous êtes en train d'évoquer le sujet, Jean-Jacques. L'agence Balthazar, une agence en Normandie de communication, nous dit qu'elle pense, elle, que la gastronomie aujourd'hui, ce n'est plus du tout une notion de moment, c'est uniquement justement une notion de discours. Non, moi, je ne crois pas. Hein. Moi non plus. C'est-à-dire que les mots. Pas la différence entre. Oui, alors le discours... Thierry et ensuite Dominique, rapidement. Oui, non, rapidement. Vous pouvez faire tous les discours que vous voulez. Si vous ne constatez pas que dans le plat, vous allez donner de la mémoire et de l'éphémère, eh bien, le client n'aura pas d'expérience. Je vais vous raconter une histoire. Juste une anecdote très courte. J'invite un ami à manger chez un grand de la gastronomie et le maître d'hôtel vient de nous voir et dit le chef est très énervé, le TGV a eu du retard, donc sa cuisine risque d'être modifiée. Alors évidemment, la personne qui est avec moi prend ça sur un air comique et dit alors j'espère que l'addition sera modifiée aussi. Donc faut éviter des fois trop de discours, risque de vous pénaliser au résultat. On s'est mis en appétit, Dominique, aussi, cette question. Non, moi, je pense que c'est impossible de dissocier cette question-là de l'expérience. Hein. De l'expérience et du partage. Je suis désolée, je reviens encore à cette idée de partage. C'est pas quelque chose qui peut être simplement dans le discours, même si vous voulez, on va évidemment... Alors, en plus, peut-être particulièrement dans notre modèle français, on parle beaucoup de cuisine quand on mange. Oui. Je ne sais pas si vous regardez un peu comment ça se passe pour vous quand vous êtes avec des amis. C'est une spécificité. Mais le truc qu'on va discuter, c'est des recettes. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Comment tu as fait? Où tu l'as acheté? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Ah ben moi, je fais ça. Enfin, voilà. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec ce fait de se reconnaître ensemble dans cette expérience concrète qui passe par le fait d'absorber quelque chose quand même. Oui. Et Dominique, elle utilise là l'expérience au sens noble, on va dire, du terme. Parce qu'on voit bien qu'on est toujours gêné entre la notion d'expérience, on va dire, comme disent les philosophes peut-être, avec une dimension phénoménologique du vécu, réel, ressenti, et puis l'expérience telle qu'elle a été conceptualisée, et bien conceptualisée, il faut le dire, par le marketing expérientiel, qui en a défini un certain nombre de critères, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'a poussé, évidemment, peut-être trop, ce format, et maintenant, vous avez vu, non seulement il faut l'expérience, mais il faut du waouh. C'est-à-dire que l'expérience doit être ponctuée par le waouh. Ce matin, en venant de Bourgogne, j'ai à la radio, si je n'ai pas entendu 10 fois à la radio waouh, pour exprimer le contentement, c'était... Pierre veut dire quelque chose. Pardon, peut-être. Oui, bon, non, justement, ce waouh, moi je trouve, il m'effraie aussi beaucoup parce qu'il montre un peu la pauvreté alors pour le discours des mots. Et quand on parle d'éducation, c'est aussi dire en quoi on aime un plat. Et je trouve qu'on apprend pour la musique
On sait, voilà, on a le vocabulaire. En tout cas, il y a une transmission sur cet apprentissage pour la musique, pour les arts plastiques, pour le goût, pour la cuisine. C'est parfois désespérant. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Ah ouais. Bon, ouais. c'est souvent un déficit d'apprentissage. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que, sur le discours, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'au-delà du discours, le supplément du discours, où on a dépassé le discours, c'est qu'aujourd'hui, on veut voir la main qui nous nourrit. Donc la mise en scène du plat, c'est un petit peu à la japonaise. C'est-à-dire qu'on est au comptoir et je vais vous faire vivre l'instant, l'extemporané de la cuisine fait qu'à un moment donné, je vais vous faire vivre une émotion parce que vous voyez, je ne vous cache rien. Je ne vous ai rien dissimulé de l'expérience et vous allez vous faire plaisir. Et donc là, on passe du discours à l'instant présent pour quelque chose qui va être dégusté dans l'instant présent. Et là, ça joue sur l'émotion parce que ces restaurants en général au Japon sont très chers et vous êtes face à face avec la personne qui vient vous faire vivre l'expérience. Et ça dépasse le discours. Et je pense qu'on est en train de rentrer là-dedans dans notre gastronomie française. Pascal. Moi, le gastronome, le vrai gastronome, c'est en quelque sorte l'ironiste de la cuisine. C'est quelqu'un qui n'est pas la dupe de son propre discours. Qui sait mettre une distance. Parce qu'en réalité, il a en lui un critère très fort, très interne, c'est il sait quand c'est très bon. Voilà, il sait faire la différence entre une assiette pitoyable, moyenne, médiocre, bonne et excellente. Très bonne. Voilà. Et ça, c'est pas quelqu'un qui, avec un discours, va lui faire varier les degrés de son expérience gustative ou de sa phénoménologie du goût, en quelque sorte. Cette intériorité-là, c'est ça qui fait la vraie gastronomie. C'est pour ça que j'en revenais tout à l'heure à cette notion d'éducation, parce que l'éducation, c'est un chemin interne. On le fait en soi-même. Le maître est là pour nous attirer, mais en réalité, c'est toujours à nous de monter. C'est pas une montée à coups de bâton. Donc, Thierry ? Oui, c'est pour ça qu'il y a une contraction aujourd'hui avec les personnels de service, et à mon avis, les personnels de service doivent passer plus de temps dans la cuisine s'ils veulent durer dans le monde de la restauration, parce que l'émotion à raconter le plat qu'ils ont vu se faire et qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes doit participer à l'émotion du client. Vous voyez, ça doit être transmise aussi. Exactement. Donc ce discours aujourd'hui, il a été un petit peu, il est en même temps que la main qui me nourrit me fait vivre l'expérience. Et alors, pour en revenir pour une anecdote sur ce point en particulier, j'ai revu l'autre jour L'aile ou la cuisse, le film de Claude Zidi. Oui, extraordinaire. Dans lequel Louis de Funès, au début, va dans une espèce de restaurant français, mais dont on sent que le modèle est déjà épuisé, parce que c'est l'époque de la nouvelle cuisine, donc voilà. Il arrive, il lui met des notes déplorables, puis après, avec son chauffeur, il va chez un japonais, où le gars fait exactement ce que Thierry Marx énonce, il fait cuire devant, et puis il rentre, et puis il est ébloui, il dicte à sa secrétaire une espèce de dithyrambe sur ce restaurant. C'est très drôle, c'est 76, je crois. Oui, c'était l'hôtel Nico, c'était tourné à l'hôtel Nico, et c'était le premier teppanyaki à Paris, où il y avait ce japonais avec ce couteau formidable. Voilà. Et oui, je me souviens très très bien de la scène. Et Louis de Funès qui avait eu une note remarquable sur l'instantanéité de cette cuisine. Il l'a joué. Exactement. Vous voyez, avec Louis de Funès, on a trouvé un de nos grands philosophes de la gastronomie. Alors, justement, vous parlez du petit écran. Monsieur Mintrandin nous dit qu'aujourd'hui, il a l'impression qu'avec la surmédiatisation de la gastronomie comme des gastronomies, est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de mettre en avant la notion de savoir-être, d'individualisation, plutôt que la notion de savoir-faire ? Alors non, je ne suis pas d'accord. D'abord, il y a plusieurs types d'émissions. Il y a un panel d'émissions aujourd'hui qui sont proposées à la télévision. Il faut aussi arrêter de dénigrer en permanence la télévision parce qu'il y a des choses qui sont bien. Alors vous avez du fighting cuisine, qui est de la compétition, du concours de cuisine. Vous avez des choses, je nomme par exemple les carnets de Julie, qui sont une découverte des terroirs, des territoires et des savoir-faire autour de la gastronomie. Oui, il y a tout un circuit aujourd'hui de propositions. Et alors après, bien, vous choisissez un petit peu, vous picorez un petit peu dans ce que vous voulez. Et puis après, le savoir-faire et le savoir-être, ça va de pair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez du savoir-faire, vous pourrez avoir une posture et savoir-être devant le client. Si l'un des deux fait défaut, ça risque d'être compliqué. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'offre de cuisine, elle est tellement large à la télévision, mais aussi tellement large sur les réseaux. C'est-à-dire que ça n'arrête pas les chaînes YouTube sur le barbecue, sur tout ce que vous voulez, où des gens, bien souvent, s'autoproclament spécialistes de quelque chose. Voilà, ça fait partie de notre société.
à nous de faire, d'être des bons consommateurs de ce qui est bon. Est-ce que j'apprends quelque chose? Moi, je me souviens, et c'est pas vieux, c'est la semaine dernière où j'ai un de mes jeunes commis me dit ah, mais j'ai fait ça parce que j'ai vu un tuto. Je dis, tiens, on va le faire en vrai alors. Alors en vrai, on s'aperçoit que tout de suite, c'est plus la même mécanique. Donc voilà, non, je pense que dans le... Bien sûr que le savoir-être, mais le savoir-être, on devrait l'apprendre très tôt dans nos familles, à l'école. La culture d'être une personne qui saura avoir la rectitude de ses choix, ça se construit aussi. Et ça, moi, j'aime bien parler de savoir-être parce que là aussi, comme la gastronomie, on peut aider dans l'éducation, encore une fois, à devenir un homme plein et entier. Et assumer le terme, hein, si j'ai bien compris. Et assumer le terme. Et puis, un homme et une femme, hein, je mets ça dans la généralité, eh bien, savoir-être, cette verticalité, finalement, la rectitude de nos choix, mais solitaire et solidaire d'une société. Et c'est ça qui m'anime aujourd'hui, moi, quand je parle de cuisine, c'est oui, le savoir-être, mais aussi savoir être solidaire. Solitaire et solidaire devrait être l'empreinte forte de l'humain. Kylian, une dernière question peut-être? Une dernière question de Kylian Guilbeault du lycée Notre-Dame du Roc. Finalement, qu'est-ce qu'il faut penser de la notion tendance culinaire, que ce soit l'actuelle tendance culinaire, et laquelle est-elle d'ailleurs, et la notion de tendance en général? Est-ce que c'est des éléments qu'il faut suivre? Je pense que, très honnêtement, je vais parler très court parce qu'on voudrait entendre les autres personnes sur ce plateau, mais tendance, je me suis toujours méfié des tendances. J'ai cette phrase de Chanel, il ne faut pas suivre la mode, il faut créer la mode. Et je pense qu'à un moment donné, il faut assumer son identité, il faut assumer ce qu'on a appris, son savoir, et puis la personnalité qu'on va mettre dans sa cuisine et l'assumer jusqu'au bout. Et si votre cuisine rencontre un public, eh bien c'est gagné. Mais la tendance, c'est d'une fragilité absolue, et donc il y a, à mon avis, peu de durabilité dans les tendances. Vous voulez réagir par rapport aux tendances? Alors bon, on va se quitter alors sur ces bonnes paroles. Et puis, d'abord, je voudrais très sincèrement vous remercier les quatre. C'était un plateau très vivant. Et même à distance, vous avez vu, votre prise de parole était vraiment essentielle à la bonne vie de ce plateau. Je voudrais vous remercier. J'espère qu'on a évité le double écueil. Le double écueil, vous le savez, c'était donner une définition... on a mis des réserves au départ sur cette notion de définition. Une définition trop extensive, peut-être diluée ou trop saupoudrée sur la gastronomie qui veut tout dire et rien dire, qui est sur toutes les lèvres mais qui perd toute sa consistance. Et puis l'autre écueil, à l'inverse, une définition trop fermée, trop rigide, trop stabilisée de la gastronomie autour des codes, des normes. Et on a bien compris aussi, et on respecte, des discours de classe quand ça s'enferme dans le discours de classe. Alors, comme il faut toujours donner le dernier mot à un chef, hein, bien sûr, je crois que je vais lui reprendre un mot. C'est pas dans ces définitions ou trop étriquées ou trop extensibles à la gastronomie. Moi, on retient, je crois, les uns et les autres. J'ai bien vu autour de ce plateau que tout le monde était frappé par la consistance de ce terme et la vérité de ce terme, la gastronomie comme synthèse. Voilà, je pense que quand on dit ça, c'est à la fois un univers, une constellation, un écosystème d'acteurs, de moyens, hyper englobants de toute l'histoire. Mais en même temps, ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, il y a la vérité, et la vérité, elle est dans l'assiette, elle est donc dans ce microcosme, d'une certaine manière, qui renvoie à tout ce que l'on vient de dire en termes d'écosystème. Donc merci à Thierry de nous avoir orientés. Merci très sincèrement à vous tous autour de ce plateau. C'était vraiment un bonheur d'être avec vous pour partager ces moments. Non, c'était un grand moment, et sur ce plateau, vraiment, il y avait une qualité. J'adore, j'ai écouté Dominique, et c'est notre philosophe, parce qu'il y avait plein de profondeur dans le propos. Et ça donne aussi envie, comme je l'ai dit, donner envie à des gens en vie, mais en tant que cuisinier, et c'est ce que nous devons transmettre aussi à nos jeunes collaborateurs et collaboratrices, cultivez-vous, parce que ça vous fera une bonne cuisine. Ne vous dissociez pas de la culture. Il faut de la culture, parce que la culture fait aussi la bonne cuisine. Il ne faut pas l'oublier. Quand je vous disais qu'un chef a toujours le dernier mot. Excellent. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, à tout le monde. Merci.